On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gilles Rago, qui est professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui vient nous parler d'un sujet qui est Oradour, non pas l'ancien village. En fait, on a plutôt l'habitude, quand on parle d'Oradour, à associer le toponyme et l'ancien village, mais du nouveau village qui est reconstruit après-guerre, qui fait partie de cette vague de reconstruction. La reconstruction, c'est une séquence du temps qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 50. La reconstruction, c'est un défi à Oradour, dans la mesure où l'ancien côtoie le nouveau, et ça n'est pas un cas si commun, si banal, mais l'ancien est demeuré par le fait de la décision de l'État, du classement des ruines et de leur sauvegarde. Et vous pouvez le voir sur la photographie que vous avez, l'ancien est en miroir du nouveau, le nouveau est en miroir de l'ancien. Voilà, construction, reconstruction. C'est ce que Gilles Rago, qui est un grand spécialiste de ces questions en Nouvelle-Aquitaine, également un grand spécialiste de l'architecture moderne, enfin contemporaine, celle qu'on appelle moderne, c'est plutôt le contemporain, des années 20 et 30, et puis également, il s'est intéressé à l'après-Seconde Guerre mondiale, mais on n'ira pas jusqu'à la Grande Motte ou jusqu'à l'architecture et à Balladur. On s'arrêtera au Oradour ce soir. Voilà, je lui passe la parole pour environ 3 quarts d'heure, et ensuite une série de questions qui seront ouvertes avec le public. Merci. On m'a dit plutôt 1 heure. Bon. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci beaucoup au Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane de m'avoir convié à faire cette présentation. C'est une présentation en fait, qui s'inscrit dans un programme de recherche. Depuis 5 ans, pour la Direction régionale des affaires culturelles, avec quelques collègues, nous travaillons sur l'identification du patrimoine de la seconde reconstruction, après 1945, en Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, en Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi Oradour, qui est un cas tout à fait intéressant, dramatique, particulièrement dramatique, mais avec une reconstruction particulièrement intéressante. Alors, j'ai sous-titré cette présentation ce soir « Une reconstruction d'exception pour un village modèle », mais j'ai ajouté un point d'interrogation. Parce que, précisément, ça fait partie peut-être d'ambiguïté qu'il y a eu au moment de la reconstruction, à savoir que cette reconstruction, elle a été lancée comme devant être celle d'un village modèle. Mais qu'est-ce que c'est qu'un village modèle? En quoi Oradour serait-il modèle? Et la deuxième ambiguïté, source de conflit même, entre l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour et l'État français, c'est le fait que ça soit une reconstruction d'exception, avec des conditions particulières. C'est une idée qui a été lancée, c'est une idée qui a perduré et qui a été la source de beaucoup de conflits et d'incompréhension entre l'État et l'association des familles. Alors, je le disais il y a un instant, cette reconstruction d'Oradour, elle s'inscrit en fait dans une reconstruction beaucoup plus large sur laquelle je travaille avec Émilie Dangex, Philippe Bansillon et Bernadette Canard-Giroux, donc à identifier tout le patrimoine de cette reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et cette reconstruction, elle est importante. Évidemment, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on pense essentiellement au nord de la France, qui a été la plus touchée. Mais il faut savoir que la région Nouvelle-Aquitaine, dans sa définition administrative actuelle, est la 5e région de France la plus touchée par les destructions. En tout, c'est à peu près 80 000 dossiers de dommages de guerre qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est considérable. Et donc, nous avons, dans le cadre de cette recherche, identifié une 50aine de villes ou communes dans lesquelles se situent à peu près 95% de ces destructions. Et évidemment, Oradour-sur-Glane, et c'est la seule que nous avons retenue d'ailleurs pour la Haute-Vienne, est un des exemples majeurs de cette reconstruction. Sur Oradour-sur-Glane, il existe une très grande quantité d'ouvrages, et il y en aura d'autres certainement dans l'avenir, sur le drame, sur le massacre, sur ses conséquences, sur la question mémorielle autour de ce massacre, mais il y a assez peu d'études encore sur la reconstruction même du village. Il y a le travail qu'a fait Elisabeth Essayan dans le cadre d'un diplôme d'architecte,
mais qui n'a pas donné lieu à une publication. Et il y a surtout, après, le travail de Dominique Danthieu et Philippe Grandcoin en 2015, qui aborde justement pour la première fois vraiment cette question, sous tous ses angles, de la reconstruction. Mais en dehors de ces deux études, il n'y a pas d'autres travaux en cours, et je pense que le travail que nous menons dans le cadre de cette recherche pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine peut permettre d'apporter d'autres éléments de compréhension. Alors, Oradour-sur-Glane, vous connaissez probablement, c'est un petit village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Limoges, qui est bordé par une petite rivière, la Glane, qui est un lieu assez charmant, qui est un lieu qui était une destination de week-end ou une destination de balade pour pas mal de Limougeaux, d'amateurs de pêche, et qui pouvait d'ailleurs s'y rendre relativement facilement grâce à un chemin de fer électrique, à une sorte de tramway électrique qui assurait la liaison avec Limoges. Et c'est un petit village, un village-rue, avec une architecture à la base qui n'est pas une architecture exceptionnelle, peut-être à l'exception de l'église médiévale, qui est une église fortifiée, mais ça reste un petit village comme on en trouve ailleurs dans le Limousin. C'est un petit village, la commune accueille 1574 habitants lors du recensement de 1936, mais seulement 330 habitent le bourg lui-même, le village lui-même. Et lors du massacre du 10 juin 1944, ce sont 643 personnes qui vont être tuées par les nazis, et donc beaucoup plus que la population initiale du village. Parce que dans ce village, il y avait un certain nombre de réfugiés qui venaient notamment de l'Est de la France, mais il y avait aussi des gens qui étaient là de passage, qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'était un jour de marché aussi, et puis également c'était un samedi, et le samedi matin, il y avait encore école à cette époque-là, et donc tous les enfants étaient à l'école. Et ça explique donc l'ampleur du massacre, et le fait que pratiquement toute la population d'Oradour-sur-Glane a disparu ce jour-là dans des conditions absolument atroces. Sur le plan immobilier, c'est une destruction totale ou quasi totale. Il n'y a qu'une seule maison qui n'ait pas été détruite, mais on le voit sur cette photo aérienne de janvier 1945, la totalité des constructions d'Oradour-sur-Glane est détruite. Ce n'est pas une exception en France. Il y a des villages ou des villes qui ont été pratiquement détruites également à 100%. Mais là, on a, je dirais, une ampleur des dégâts assez étonnante. 328 constructions détruites qui comprennent non seulement des maisons d'habitation, mais également des constructions de différentes natures. Et on le voit, 4 hôtels. 4 hôtels pour un tout petit village comme ça, c'est le signe d'un certain dynamisme, c'est le signe d'une certaine forme d'attractivité aussi de ce village. C'est un lieu où il y a des marchés importants, c'est un lieu où vient, je le disais il y a un instant, passer un week-end. J'ai lu un lieu de villégiature, ça me semble exagéré, mais c'est un petit village qui attire. Et aussi, il faut bien voir que dans les années 30 et les années 40, encore dans les années 50, les petits villages français sont des villages très vivants, avec à peu près tous les services publics, avec des commerçants, avec des hôtels, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est un village très vivant qui est détruit ce jour-là. Et on le voit aussi sur ce plan des destructions. Toutes les villes sinistrées en France font l'objet, lors de la phase de la reconstruction, d'un premier plan qui est un plan qui fait état des destructions. Et le code couleur, c'est de mettre en rouge uni tous les bâtiments détruits à plus de 75%, et donc jugés irréparables. Et dans le cas d'Oradour-sur-Glane, vous voyez que c'est toutes les maisons en fait qui sont en rouge uni, sauf une maison qui est striée, et donc qui, elle, n'a pas été complètement détruite. Donc, il y a un travail considérable à entreprendre à Oradour. Alors, il faut rétablir la chronologie des éléments pour comprendre dans quel esprit cette reconstruction a été faite. Déjà, le 21 septembre 1944, c'est-à-dire à peine 3 mois après le massacre, un médecin, Pierre Massefranc, de Rochechouart, est nommé conservateur provisoire des ruines d'Oradour.
Pourquoi ce choix? Bien parce qu'il fait partie d'une famille un peu d'érudits locaux. Lui-même est conservateur du musée de Rochechouart, mais à titre bénévole, et donc on cherche une personnalité qui pourrait porter un regard sur ce qui s'est passé, sur les ruines, et peut-être prendre quelques premières mesures. Mais ce n'est pas un professionnel de la conservation des monuments historiques. De 2 octobre 1944, une dizaine de jours plus tard, émerge une association, le Comité actif de conservation des ruines et de création d'un sanctuaire à Oradour-sur-Glane, plus connu sous le nom de Comité du souvenir. Et ce comité va travailler tout de suite, et il est intéressant de voir qui est présent, notamment lors de la réunion du 21 octobre 1944. Il y a le sous-préfet de Rochechouart, il y a le conservateur des ruines, M. Massefranc, le président de l'association des sinistrés, qui vient juste d'être créé aussi, le maire provisoire d'Oradour, un habitant sinistré, et puis des architectes, l'architecte départemental, l'architecte en chef des monuments historiques et l'inspecteur régional des sites. Donc ce sont plutôt des professionnels. Certes, la population est représentée, mais elle n'est pas représentée de manière importante. C'est avant tout des professionnels, des gens, des érudits, des politiques de la région qui viennent se pencher sur le cas de cette commune ravagée où les rares survivants sont dans un état de choc complet. Et lors de cette réunion de ce comité le 21 octobre 1944, il est frappant de voir qu'en fait toutes les idées qui ensuite vont présider à la reconstruction d'Oradour sont déjà proposées et adoptées par ce comité. Pierre Massefranc fait un rapport et fait des propositions. La première, c'est le classement des ruines au titre des monuments historiques. C'est-à-dire que tout le village va être inscrit monument historique, ce qui est extrêmement rare. La deuxième, et qui va s'accompagner aussi d'ailleurs d'une expropriation des ruines. C'est-à-dire que les habitants, non seulement leur bâtiment va être classé monument historique, mais en plus, ils vont perdre la propriété de ces ruines, de façon à mieux conserver le village. Deuxièmement, c'est la création d'un nouvel Oradour sur place, juste à côté, mais ne pas reconstruire, c'est extrait de ce document, ne pas reconstruire sur cet asile de mort. La troisième mesure, c'est constituer les collections d'un musée du souvenir. C'est-à-dire, immédiatement, il y a cette conscience qu'il faut préserver aussi, non seulement les ruines, mais des objets qui se trouvent encore dans les maisons et qui, malheureusement, vont disparaître, soit parce que les familles les récupèrent, ce qui est logique, soit parce qu'il y a des vols aussi, ou simplement un fétichisme un peu malsain de gens qui passent et qui récupèrent des objets, mais récupérer et exposer des objets pour témoigner aussi de la réalité de la vie de tous les jours de ces gens. Et également entourer les ruines d'une muraille, et enfin, dans le cimetière, construire un ossuaire pour y placer les cendres et les restes des corps, et également accompagné d'un monument et d'une chapelle. Voilà le programme établi à peine 3 mois après. Et c'est intéressant de le signaler que ce programme est établi par Pierre Massefranc et par ce comité, avant même que les autorités politiques au plus haut niveau prennent en charge véritablement la reconstruction d'Oradour. À cette époque, au 21 octobre 1944, le gouvernement provisoire du général de Gaulle est en place, mais le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme ne va être créé qu'1 mois plus tard. Donc, on est encore sous le régime de la Direction générale de l'équipement national, c'est-à-dire l'organisme créé par Vichy pour s'occuper de la reconstruction de la France dès 1940. Donc c'est très tôt, et c'est bien avant, c'est ce qu'on peut lire parfois, bien avant que le général de Gaulle ne vienne à Oradour, et ce n'est pas lui qui directement a pris ce genre de mesures. Les mesures viennent de ce comité. Alors, qui sont les acteurs de cette reconstruction? Au plus haut niveau de l'État, c'est d'abord le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est la première fois en France qu'il y a un ministère qui est chargé de ces questions d'urbanisme. Il va y avoir 2 grands acteurs, Raoul Dautry et Eugène Claudius-Petit, qui sont les 2 grands ministres de ce ministère. Il y a aussi toute une liste, on le voit, d'autres ministre de la Reconstruction, mais cela reste quelques jours, quelques semaines, tout au plus, il ne compte pas vraiment. Mais il y a un autre acteur aussi qui est le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y a pas de ministère de la Culture, et donc
toutes les questions ayant trait au patrimoine et à l'architecture dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a 2 ministères de tutelle pour la reconstruction de la ville d'Oradour-sur-Glane. Alors, est-ce que le ministère de la Reconstruction a une doctrine pour la reconstruction? Non. Malgré la publication des principes directeurs de la reconstruction, c'est une petite plaquette qui fait une vingtaine de pages, avec un certain nombre de conseils de bonne logique, simplement, le ministère, l'État français, n'a pas imposé un type de reconstruction. Quel type de reconstruction il peut y avoir? Eh bien, on peut avoir une reconstruction très moderne, qui ne tienne absolument pas compte de ce qui existait auparavant. On peut avoir une reconstruction régionaliste, pour être dans le ton des petits villages. On peut avoir aussi une reconstruction, je dirais, d'entre-deux, ou avec cette culture qui est un peu celle de l'école des beaux-arts de l'époque, qui forme les architectes. Mais le ministère n'impose rien. En fait, c'est vraiment les architectes qui sont en charge de la reconstruction qui ont le pouvoir décisionnel. Bien entendu, en relation avec le maire, et c'est souhaité, mais au bout du compte, c'est eux qui décident véritablement de l'esprit dans lequel la reconstruction sera faite. Et le ministère va nommer, dès le 28 décembre 1944, on voit que ça va très vite, des villes attendront beaucoup plus longtemps avant de voir leur architecte de reconstruction nommé, est nommé Pierre Paquet. Pierre Paquet, c'est un architecte important et qui va occuper un poste tout à fait particulier. À la tête de la reconstruction d'une ville, généralement, l'État nomme 2 personnages, un urbaniste en chef et un architecte en chef. Parfois, c'est la même personne qui va cumuler ces 2 fonctions. À Oradour-sur-Glane, l'État va décider qu'il y aura une personne au-dessus de l'architecte et urbaniste en chef. C'est Pierre Paquet. C'est une sorte de superviseur ou de directeur. Pourquoi? Parce que justement, il y a plusieurs aspects à gérer. Il y a d'une part la reconstruction du bourg, mais il y a aussi la conservation des ruines. Et enfin, il y a aussi l'édification de monuments pour commémorer la mémoire des martyrs. Donc, il y a différentes tâches à assumer, et il apparaît aux yeux de l'État qu'il est nécessaire d'avoir une personnalité au-dessus de tout soupçon, enfin en tout cas compétente, pour superviser l'ensemble de cette reconstruction. C'est Pierre Paquet, qui à la fois a une grande expérience, qui aussi est quelqu'un de la région, il est né dans la Creuse, il a des attaches dans le Limousin, mais surtout c'est un architecte qui a fait ses preuves en tant qu'architecte des monuments historiques et en tant qu'architecte reconstructeur. Après la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a reconstruit le centre-ville d'Arras, qui avait été très largement détruit pendant les combats. Et donc, il a cette capacité à gérer des projets de grande ampleur. Pierre Paquet va tout de suite lui-même nommer Charles Dorian, qui est un architecte plus jeune, né en 1905, donc il a une quarantaine d'années. Ça va être un des traits assez généraux de la reconstruction en France, pas simplement à Oradour, c'est que c'est une jeune génération qui va faire cette reconstruction. Et une jeune génération qui n'a pas une grande expérience architecturale. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été formés à l'École des Beaux-Arts, souvent à Paris, dans les années 20, voire début des années 30, et quand ils ont commencé à travailler, on était en pleine crise économique, due au krach de Wall Street, et après la crise économique, il y a eu la guerre. Et donc, ils n'ont pas eu une grande expérience de chantier. Ça va pour eux être une découverte, et je dirais tout de suite être lancé dans le grand bain. Donc Charles Dorian a déjà fait des travaux avant la guerre, il a déjà aussi une expérience d'urbaniste, et donc il est une personnalité, je dirais, incontestable sur le plan des compétences. Il va lui-même s'entourer, avec l'avis de Pierre Paquet, de 3 autres architectes, André Campagne, Paul Villemain et Mandon Joly, qui sont 3 architectes, vous voyez, à peu près de la même génération, qui d'ailleurs se sont connus à l'École des Beaux-Arts à Paris. Ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais ce sont des gens qui ont la même formation et qui se connaissent, des gens en partie. Et ce sont ces 3 architectes, avec Charles Dorian, qui vont avoir non seulement à reconstruire des maisons d'habitation, mais aussi les principaux édifices publics de la ville. Et il y a ensuite une autre catégorie d'architectes, ils sont 7 ou 8 à peu près, Jean Breuil, Robert Jaloux, Louis-Jean Picot, Amédée Sautour, Xavier-François Guébelil, Jean Creusot et Eugène Monnier, qui vont eux aussi participer à la reconstruction, avoir un certain nombre
de chantier. Vous voyez que j'ai précisé à chaque fois où ils étaient installés, s'ils étaient installés à Paris ou installés à Limoges. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a une polémique au moment de leur nomination autour du fait que l'État français nommerait des architectes parisiens. Et il y a tout un groupe d'architectes limougeaux, généralement anciens résistants, anciens déportés ou victimes de guerre, qui considèrent que cette reconstruction doit être menée par des architectes et des entreprises locales exclusivement, et qui remettent en cause même les modalités générales de nomination des architectes pour la reconstruction. Il y a des règles qui valent pour toute la France, à savoir que tous les architectes peuvent postuler pour pouvoir travailler à la reconstruction. Pour ça, ils doivent être agréés, ils doivent remplir un dossier, et lorsqu'ils sont agréés architectes reconstructeurs, ils sont affectés à un département, voire à 2 départements. Cette façon de distribuer le travail ne convient pas à ce groupe d'architectes limougeaux, dans un contexte, je dirais, de règlement de compte, d'après-guerre, d'apuration, de contrôle aussi de l'ordre des architectes qui a été créé en 1940 sous Vichy. Et donc, leur volonté, c'est d'imposer que des architectes limougeaux. Or, on s'aperçoit, et c'est d'ailleurs ce qui va leur être répondu par l'État français, que la plupart, quand même, des architectes qui ont été nommés sont des architectes installés à Limoges, soit depuis assez longtemps, soit depuis au moins 5 ou 6 années. Donc, ce n'est pas uniquement des architectes parisiens qui interviennent à Limoges, de même que la reconstruction d'Oradour sera faite par des entreprises locales, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cités en France. Et puis il faut ajouter un dernier architecte également qui n'est pas encore sur la liste, c'est Jean Reynès, qui fait partie justement de ces architectes, je dirais, contestataires, limougeaux, et qui va obtenir une commande, mais ce n'est pas une commande qui viendra de l'État, c'est lui qui réalisera l'ossuaire en 1953-1954, à la demande de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, lorsque aura eu lieu le procès de Bordeaux en 1953, dont le jugement est extrêmement laxiste vis-à-vis des acteurs de ce massacre et qui sera suivi d'une amnistie générale. Et donc, face à ce qu'ils considèrent comme une trahison de la part de l'État, l'association fera construire un ossuaire à ses frais et le confiera à Jean Reynès. Alors, ces acteurs de la reconstruction, donc il y a ce comité de conservation des ruines et de création d'un sanctuaire, il y a également des associations. Il y a 2 associations qui naissent quasiment les mêmes jours. L'association des sinistrés et rescapés d'Oradour-sur-Glane, qui est une association plutôt des habitants directement, ou en tout cas de ceux qui restent, ou des familles basées à Oradour, et puis une autre association basée à Limoges. Mais l'État français, tout de suite, sous la volonté de Gaulle, va imposer que ces 2 associations fusionnent pour qu'il n'y ait qu'une seule, et je crois que c'est plutôt une bonne idée, plutôt que de disperser les énergies, une seule association, l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, créée le 11 mars 1945, juste avant la venue, justement, de Gaulle pour la première fois à Oradour. Et puis il y a évidemment parmi les acteurs importants la municipalité d'Oradour, avec en particulier sur la période qui m'intéresse Aimé Faugeras et Jean Brouillot, qui ont été les maires actifs pendant la période de la reconstruction. Et puis le comité de conservation va finalement, je dirais, assez rapidement s'effacer. Son rôle n'est plus nécessaire face à l'État qui a repris en main la reconstruction, pas uniquement à Oradour, mais sur tout le pays. Et donc voilà les acteurs qui vont être ceux, non seulement de la protection du village détruit, mais également de la reconstruction du nouveau village. Alors, cette reconstruction, en fait, elle porte 3 aspects. Conserver, commémorer, reconstruire, et ce sont 3 verbes que j'emprunte très volontiers à l'ouvrage qui existe sur la reconstruction que j'ai cité tout à l'heure. Conserver, commémorer, reconstruire, ça correspond à des territoires différents. Conserver, c'est la question du village martyr. Comment faire en sorte de figer les ruines pour en conserver la mémoire, et donc après l'avoir classé monument historique. Le deuxième territoire correspond à commémorer, c'est tout ce qui est autour du cimetière, et c'est l'endroit où vont être accueillis les monuments commémoratifs principaux du massacre et d'hommage aux victimes.
Et enfin, le troisième territoire qui m'intéresse plus ce soir, c'est celui de la reconstruction du nouveau bourg, donc qui va être déplacé légèrement à côté. On ne reconstruit pas sur les ruines. Ce n'est pas non plus un phénomène totalement unique en France. Il y a d'autres endroits où on a reconstruit à côté d'eux. Il y a plusieurs petits villages ou hameaux où ça s'est passé. Et il y a un village aussi près de Nantes, à Donges, où le village va être déplacé complètement à côté, mais pour des raisons complètement différentes de celles d'Oradour. Il n'y a pas eu de massacre à Donges, il y a eu, entre guillemets, seulement des bombardements. Donc, conserver, la première chose, donc, c'est la conservation des ruines. Là aussi, conserver les ruines, ça n'est pas totalement exceptionnel. On le fait déjà depuis longtemps. C'est le cas notamment après la Première Guerre mondiale où un certain nombre de ruines ont été conservées, notamment dans ce petit village de Fléret, en Lorraine, où le village a été entièrement détruit et où on n'a pas reconstruit l'église. Le village, il reste par-ci par-là quelques pierres qui émergent des pelouses, mais il ne reste pratiquement plus rien. C'est également la solution qui a été adoptée à côté de La Rochelle, à Lalleux, où l'église Saint-Pierre avait été détruite et où elle va être reconstruite à quelques centaines de mètres de là. C'est également le cas dans d'autres endroits, et Stéphane Michonneau était venu il y a quelques semaines parler ici même du cas du village de Belchite en Espagne, où le village, donc détruit lors de la guerre civile, a été entièrement conservé, et même, on le voit, les ruines même pas déblayées. Donc il y a un côté, je dirais, encore plus dramatique qu'à Oradour, où les ruines ont été nettoyées. Donc ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Mais il peut y avoir aussi une autre attitude face aux ruines, c'est celle de restaurer partiellement les ruines, de façon à témoigner de l'horreur qui s'est accomplie. C'est le cas à la cathédrale de Saint-Lô, où l'architecte en chef des monuments historiques, Yves Froidevaux, dit ceci, dit « La ville rebâtie ne laissera aucun souvenir du fait le plus important de son histoire, sa destruction. » Et donc, il va reconstruire toute l'église à l'identique, mais pas la façade. Et la façade, il va laisser des parties béantes et simplement faire un mur très très beau, en schiste, pour juste montrer qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et même quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de Saint-Lô, en arrivant devant cette église, se posera des questions, s'interrogera. Pourquoi cette église est dans cet état? Donc, il y a cette volonté de garder des traces des ruines. Mais évidemment, on ne peut pas le faire à l'échelle de tout le territoire. Il faut que la vie reparte, il faut que la vie renaisse, et donc il faut absolument reconstruire. Mais je dirais que ce qui est exceptionnel à Oradour, c'est que ce soit la totalité du village, pas simplement une maison ou quelques maisons, ou l'église, lieu de martyrs très, très douloureux, qui a été conservé, c'est la totalité du village. Notre choix était possible. Il était possible d'araser tout le village et de reconstruire entièrement un nouveau village. Mais ce n'est pas le choix qui est fait. Et il faudra pour cela une loi, la loi du 10 mai 1946, qui va préciser donc qu'à la fois il y a classement monument historique et expropriation de façon à reconstruire un autre village ailleurs. Généralement, la décision de protéger un monument est une décision administrative et non pas une décision législative. L'une des conséquences sera, et selon la proposition faite par Pierre Massefranc dès octobre 1944, d'entourer donc tout le village détruit par un mur d'enceinte qui n'est pas un mur infranchissable, mais qui montre que l'on rentre là, dans une nécropole, dans un sanctuaire, que c'est un lieu à part. C'est une façon matérielle de marquer justement qu'on entre dans un lieu tout à fait particulier. Le deuxième élément, le deuxième axe, c'est commémorer. Et donc là, c'est surtout au niveau du cimetière que cela se passe. Et le premier projet, donc la première idée, c'était de construire un martyrium pour abriter les restes des victimes, de construire une chapelle et d'élever également 800 stèles. Pour l'instant, je n'ai pas compris pourquoi 800, ça ne correspond pas au nombre de victimes. Mais il y a cette idée qui émerge tout de suite. Et le martyrium va être construit, il va être construit par Jean Creusot, qui est un architecte des monuments historiques, et donc c'est une mission qui revient justement
un architecte des monuments historiques. C'est un édifice extrêmement sobre, construit en sous-sol essentiellement, comme une crypte, et avec une plateforme en gradin sur laquelle on peut imaginer organiser un certain nombre de cérémonies. Et il y a également, devant le martyrium, on le voit ici, toute une pelouse qui est aménagée et qui établit un lien progressif entre le champ de foire, le village est là juste en dessous, entre le champ de foire et le martyrium, champ de foire ayant été lui aussi un des lieux du massacre important. Et donc, il y a ce bâtiment qui est élevé, avec à l'intérieur une architecture extrêmement sobre, l'idée étant d'y abriter au départ donc les restes des victimes, mais le procès de 1953 va changer la donne. L'association des familles va refuser, devant la trahison de l'État français, de mettre les restes de ces martyrs dans ce bâtiment, et donc commandera à Jean Reynès un autre bâtiment. Et c'est dans le martyrium, aujourd'hui, ce sont des objets de la vie courante, récupérés auprès des familles ou récupérés dans les ruines, qui sont présentés pour essayer d'évoquer justement que ça ne soit pas une idée abstraite, qu'il y avait vraiment là des gens qui vivaient en harmonie, qui étaient heureux dans ce village. Et donc Jean Reynès va élever cette colonne commémorative en honneur des victimes, selon un modèle en fait qui est lui-même inspiré de l'idée de la lanterne des morts. Il y a déjà une lanterne des morts dans le cimetière, mais c'est aussi une colonne qui correspond assez fidèlement, au fond, à ce que les élèves de l'école des beaux-arts faisaient lorsqu'ils avaient comme projet, lorsqu'ils avaient comme programme de travail à travailler sur un édifice commémoratif. Quand on regarde les travaux des élèves de l'école des beaux-arts, on a ce genre de dessin. Donc c'est une proposition, je dirais, très conventionnelle par rapport à ce qui pouvait être fait. Et qui rappelle beaucoup le monument qui avait été élevé en 1937 sur la place du Trocadéro. Ces deux architectes qui s'appellent Laprade et Bazin, deux architectes majeurs, qui avaient élevé cette colonne et qui était dédiée à la paix. C'était un monument à la paix. Et il est possible que Jean Reynès, j'en ai pas la preuve, mais il est possible que Jean Reynès se soit inspiré de ce monument. Derrière la paix, derrière la commémoration des victimes de guerre, il y a une filiation tout à fait possible. Donc, finalement, dans ce cimetière, il va y avoir le martyrium et ce qu'on appelle le tombeau des martyrs, cette colonne autour desquelles seront déposer les restes des victimes. Enfin, on va aborder la reconstruction elle-même et il faut s'interroger sur les conditions de cette reconstruction. Ces conditions de cette reconstruction, elles sont de deux ordres. Je l'ai dit, village modèle et procédure exceptionnelle. L'idée de village modèle, c'est Pierre Paquet qui la lance le premier, dans une lettre qu'il adresse au ministre de l'Éducation nationale. Il dit « On peut faire à cet endroit un village modèle dans un site des plus riants, bien orienté, ayant un caractère très limousin, mais qui toutefois devrait être conçu sur des données modernes d'hygiène, de construction et d'esthétique, et bâti avec des matériaux régionaux. Je reviendrai sur l'aspect architecture régionale, mais là, c'est l'idée de modèle qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Il y a deux acceptions pour ce terme. Le premier, c'est atteindre une sorte d'idéal de perfection. On est modèle lorsqu'en fait, on ne peut pas faire mieux. Et puis la deuxième acception, c'est l'idée de la reproduction. Un modèle, c'est fait pour être reproduit. Est-ce que Oradour-sur-Glane a ce caractère exceptionnel d'être un village modèle? Est-ce qu'Oradour-sur-Glane a été un modèle pour d'autres reconstructions? Sur quel plan y aurait-il modèle? Sur l'esthétique, sur la technique, sur la rapidité d'exécution? Voilà les questions auxquelles j'essaierai de répondre. Et puis le deuxième élément, qui lui aussi va être un sujet de débat et peut-être d'ambiguïté, c'est cette aspiration à un régime d'exception exprimé par l'Association nationale. Dès le 6 janvier 1946, on peut lire
dans les comptes rendus de cette association qu'Oradour est considéré, et à juste titre d'ailleurs malheureusement, comme le crime de guerre le plus monstrueux commis en France sur une aussi grande échelle. Et on y trouve également cette phrase « Les faits qui en découlent ne peuvent être assimilés à ceux résultant de l'action des troupes au combat sur un champ de bataille ou de bombardement aérien ». On comprend cette phrase, mais c'est totalement discutable. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans l'horreur ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la douleur que provoque la mort d'un proche ? C'est difficile à accepter. Un certain nombre de victimes de bombardements ont souffert lors du bombardement et leurs familles ont évidemment souffert de la disparition, peut-être de ne pas retrouver les corps également. Mais en tout cas, cette perception complètement légitime qu'on peut très bien comprendre, elle est au cœur d'une incompréhension entre les familles des victimes et l'État français. Donc on a, avec cette idée de modèle et cette idée d'exception, les deux axes qui vont diriger cette reconstruction et être source d'ambiguïté. Pour que cette reconstruction se fasse, et là aussi ça va être une exception, il va y avoir une loi qui va être élevée. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre commune en France reconstruite qui ait fait l'objet d'une loi. Et là, il y a une loi qui va être promulguée en 1946 et qui, évidemment, avant d'être promulguée, fait l'objet de différentes versions. Et un premier texte existe, qui a été approuvé par les ministères de la Reconstruction et de l'Éducation nationale, qui prévoit ceci. Le premier élément, c'est que la reconstruction ferait l'objet d'un régime spécial pour la commune totalement sinistrée d'Oradour. Régime spécial. En quoi est-il spécial ? Le deuxième point, la volonté de reconstruire un village modèle. On voit que la volonté de Paquet est reprise par l'État. La volonté de reconstruire un village modèle destiné à montrer aux nombreux visiteurs étrangers et français ce que la France renaissante est capable de faire. Montrer la capacité de résilience des Français à se relever même lorsque le drame est absolument épouvantable. Troisième point, donner satisfaction à l'opinion publique locale qui réclame, je cite, une reconstitution privilégiée qui, par la voix d'associations de sinistrés et de M. Tixier, alors ministre de l'Intérieur, réclame une constitution privilégiée. Donc il y a vraiment eu dans le projet de la loi l'idée que Oradour devait faire l'objet d'un statut particulier. Autre point, la reconstruction du nouveau bourg sera faite aux frais exclusifs de l'État dans les conditions maximales de rapidité. Là, on touche à vraiment deux points essentiels. Le fait que longtemps, on a pensé, et les habitants l'ont pensé, que la reconstruction serait totalement financièrement prise en charge par l'État. Et le deuxième point, qu'elle serait faite prioritairement, dans des délais très très courts. Normalement, la reconstruction se fait en faisant d'abord une étude des biens disparus, on les évalue financièrement, et il y a généralement un coefficient d'abattement dû à la vétusté de tout bâtiment. Et donc, en fait, les Français ont en gros été remboursés, enfin indemnisés plus exactement, à 80% à peu près de ce qu'ils avaient perdu. Libre à eux de mettre au moment de la reconstruction de l'argent qu'ils pourraient avoir pour améliorer ce dédommagement. On voit donc que le projet était extrêmement généreux, entre guillemets, et surtout donc offrait un statut spécial à Oradour-sur-Glane. Mais ce projet a été refusé par le ministère des Finances, qui évidemment est aussi un autre acteur important de la reconstruction, parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et le ministère des Finances a repoussé cette idée-là, ce projet en janvier 1946, pourtant approuvé par les deux ministères de tutelle, pour la raison simple que ça créerait une différence de traitement entre les habitants d'Oradour et les autres sinistrés en France, et que ça n'était pas possible, au nom d'un principe d'égalité républicaine, d'avoir deux statuts différents. Donc, en fait, le texte de loi de 1946, qui a été voté, ne comprend aucune notion de régime spécial ou d'exception, aucune notion de village modèle, tout ça a été gommé de la version définitive, aucun régime privilégié d'indemnisation.
Alors que les habitants ont cru qu'ils avaient vraiment ce régime. Et un certain nombre d'hommes politiques, lors de leur passage à Oradour, ont entretenu malheureusement cette idée que de toute façon tout serait pris en charge par l'État. Et en fait, cette loi prévoit une déclaration d'utilité publique et d'urgence, mais ça reste des paroles, je dirais, et surtout l'application de la procédure dite des immeubles d'État. De quoi s'agit-il ? Normalement, un sinistré doit attendre qu'on ait fait l'évaluation de ce qu'il a perdu pour avoir son indemnisation avec laquelle il pourra prendre un architecte et faire reconstruire. Mais ça, c'est généralement assez long. Ça peut prendre 2, 3 ans, 4 ans, voire plus. Donc l'État, en fait, a mis en place tout de suite une autre procédure, celle de ce qu'il appelle les immeubles sans affectation immédiate, les ISAI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État va financer directement la construction d'immeubles sans savoir qui sera installé dedans. Et une fois les bâtiments construits, il propose à des sinistrés de s'y installer en échange de l'abandon de leurs indemnités dues à leurs dommages de guerre. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et évidemment, c'est une procédure intéressante qui a été appliquée à Oradour-sur-Glane. Ça veut dire que l'État a avancé l'argent directement et a construit directement les bâtiments pour ensuite les affecter. Voilà le cadre dans lequel a été construit Oradour-sur-Glane, le nouveau village, et qui n'est pas un cadre exceptionnel donc, et qui ne prévoit donc pas non plus une indemnisation à 100%. Alors, la reconstruction va être, je dirais, conçue selon un certain nombre de plans. Là, c'est le plan, je dirais, de ce qu'on appelle le plan de périmètre de compensation. Et lorsqu'il y a une reconstruction, généralement, on reconstruit là où il y a eu des destructions. Mais dans le cas d'Oradour-sur-Glane, on ne reconstruit pas à cet endroit-là. On reconstruit à côté. Et donc, on va reconstruire dans ce qu'on appelle un périmètre de compensation. C'est ce qui est déterminé par les petits points en bleu. Là aussi, ce n'est pas une procédure exceptionnelle particulière à Oradour. On trouve ce genre de périmètre de compensation un peu partout, parce que pour aller plus vite, là aussi, on va chercher des terrains où il n'y a pas eu de bombardement, où il n'y a pas eu de destruction, des terrains libres, et on va reconstruire là, sans attendre d'avoir à déblayer les ruines, faire le remembrement et indemniser les gens. Donc les périmètres de compensation, on en trouve sur toutes les villes reconstruites en France. La particularité d'Oradour, c'est que le périmètre de compensation est très grand et qu'il va abriter toute la reconstruction, ce qui n'est pas le cas ailleurs. On voit donc que la reconstruction d'Oradour est souvent assez exceptionnelle, mais toujours au sein d'un cadre, au fond, qui existe déjà et qui est le lot commun de toutes les reconstructions. Ça, c'est le plan de reconstruction et d'aménagement. Le plan de reconstruction et d'aménagement, donc il y a le terme reconstruction et il y a le terme aménagement. Il s'agit de reconstruire pour que les sinistrés ou leurs ayants droit aient la possibilité de retrouver un logement ou bien leur commerce, leur entreprise, etc. Mais il y a le A aussi qui est intéressant dans PRA. Le A de aménagement fait qu'on demande aux architectes et aux urbanistes de réfléchir aussi au développement futur du village ou de la ville. C'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement que de reconstruire ce qui a été perdu. Et donc la reconstruction en général, à Oradour comme dans le reste de la France, va être une occasion de réfléchir au développement futur de toutes les villes. Et c'est un moment important, parce que ça va être un moment aussi, à la fois pour anticiper le développement de la ville, donc le territoire qui est prévu pour Oradour est beaucoup trop grand pour simplement reconstruire ce qui a été perdu. Donc on anticipe le développement futur de la ville. Et également, ça va être une occasion d'améliorer le confort, les équipements urbains, apporter l'eau, l'électricité, le tout à l'égout, qui ne sont pas installés dans la majorité des villages français à cette époque-là. Charles Dorion dit ceci, en 1947, le nouveau village modèle, lui aussi reprend cette expression, sera établi un peu à l'ouest dans un site jouissant d'une belle vue sur la Glane, au croisement des routes dont la déviation est nécessitée par la suppression de toute circulation à l'intérieur de l'ancien village. Donc c'est l'une des premières décisions, c'est de détourner la route pour qu'elle ne passe plus à travers le village. Le village est une nécropole, est un sanctuaire, on n'y roule plus en voiture, donc il y a ce détournement de la voie
qui mène directement au nouveau village. Alors, en quoi aussi ce village est intéressant? Eh bien, c'est dans la forme qu'il obtient. Ce n'est pas un urbanisme moderne. On n'est pas là dans l'application des théories de la Charte d'Athènes que Le Corbusier et d'autres ont écrit en 1933 et qui va être une sorte de bible des urbanistes après la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, un urbanisme moderne, il n'y en aura pas vraiment en France. Il y a 3 villes qui se distinguent par leur modernité lors de la reconstruction. C'est Royan, Maubeuge et Le Havre. Les 3, d'ailleurs, pour des raisons assez différentes. Mais en dehors de ces 3 villes, les principes vont être des principes assez conventionnels. Ceux qu'on apprend à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est complètement fermée à toute forme de modernité dans les années 20 et dans les années 30, lorsque ces architectes sont formés. Donc, on a là un plan d'un urbanisme assez conventionnel, et ce qui est intéressant, qui entretient avec l'ancien village un certain nombre de relations. Tout à l'heure, lors de la présentation de la conférence, j'ai bien aimé l'expression « en miroir ». Et il y a de ça. Il ne s'agit pas de reconstruire le même village. Le nouveau village n'a pas la même forme que l'ancien village, mais il y a des points communs. Et des points communs plus nombreux que ce qu'on généralement reconnaît. Le premier point commun, c'est évidemment l'existence de cette voie centrale. C'est-à-dire que ça reste un village-rue, essentiellement organisé de part et d'autre d'une voie centrale. Ce qui est prévu dans le plan de reconstruction, c'est d'étoffer, d'élargir un peu ce village-rue pour justement anticiper les développements de la ville. Mais on a cette idée-là avec une voie qui ondule également. Ce n'est pas exactement la même ondulation que dans l'ancien village, mais il y a cette idée d'une courbe assez harmonieuse. Autre élément aussi qu'on reconnaît généralement, c'est l'emplacement réservé à l'église, juste à l'entrée du village, comme dans l'ancien bourg aussi. Et c'est d'autant plus important que l'église du village sinistré a été un lieu de massacre extrêmement important. Donc remettre l'église au même endroit et là aussi affirmer symboliquement quelque chose de fort. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait, que ces 2 points que je viens d'évoquer. Et en fait, c'est confirmé par une note de 1946 qui a été visée par le commissaire enquêteur et qui dit ceci: « Des contacts constants entre l'association des sinistrés et les sinistrés ont permis à leur président de se rendre compte des possibilités de replacement des sinistrés dans le nouveau village. Celui-ci étant composé d'éléments semblables, il paraît aisé de redonner à chacun un lot situé dans une position aussi semblable que possible à celle qu'il occupait dans l'ancien bourg. » Il ne s'agit pas de reconstruire le même village, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a, de part et d'autre de cette voie centrale, des éléments communs entre les 2 villages. Le champ de foire se trouve du même côté. Le champ de foire est un élément important du village. Les écoles se trouvent à peu près, là aussi, du même côté où ils se situaient avant. Donc les principaux édifices publics se trouvent dans l'ancien village et dans le nouveau village, du même côté de cette voie centrale. Mais ça va encore plus loin aussi, puisque, en fait, on s'aperçoit, et là, l'étude qu'on est en train de faire va permettre de le vérifier, il faut encore qu'on aille jusqu'au bout, mais que les gens qui habitaient auparavant à l'entrée du village se retrouvent plutôt à l'entrée du village dans le nouveau bourg. Ceux qui étaient au milieu se retrouvent plutôt au milieu. Ceux qui étaient à droite de la rue principale se retrouvent plutôt à droite de la rue principale. Ce n'est pas une règle générale, mais il y a quand même une sorte de mimétisme assez important. Donc une attention qui a été portée de façon à ce que les habitants puissent retrouver des points de repère dans le nouveau village. J'ai beaucoup travaillé sur la reconstruction de Royan à un moment donné, et j'étais frappé un jour par une dame assez âgée qui me disait « J'ai connu le Royan d'avant, j'ai connu évidemment le Royan d'après, mais 50 ans après, je ne sais toujours pas me déplacer de chez moi pour aller à un autre endroit de Royan, parce que j'ai toujours en tête le plan, enfin, l'image mentale de l'ancienne ville de Royan. » Et donc, on voit bien que lorsqu'il y a destruction, il y a un premier traumatisme qui est dû à la destruction, et un deuxième traumatisme, généralement, est dû au fait qu'on ne retrouve pas le même village. Et là, il y a eu une attention de la part de l'Association nationale et des architectes pour replacer les gens à peu près au même endroit. On constatera aussi que les gens qui habitaient une maison à un angle de 2 rues
généralement, se retrouvent également à un angle de 2 rues. Et ça, c'est dû notamment au fait que l'attribution des maisons à reconstruire aux architectes s'est fait un peu par paquet. Un architecte, on ne lui donne pas une maison puis une autre située à l'autre bout du village, on lui donne généralement un ensemble de l'ancien village à reconstruire dans le nouveau village. Et donc, on va retrouver non seulement des similitudes, mais on va retrouver même des voisinages. Des gens qui habitaient pas très loin d'autres personnes vont se retrouver là aussi dans le nouveau village, pas très loin des mêmes personnes, enfin en tout cas leurs descendants, leurs ayants droit. Donc il y a en fait beaucoup plus de connexion entre l'ancien et le nouveau village. Et donc on est en train d'établir maison par maison qui a reconstruit ces maisons et de faire un plan identique pour le plan de l'ancien village et pour voir justement ces similitudes entre l'ancien et le nouveau village. Alors, je reviens sur la phrase de Pierre Paquet, on peut faire à cet endroit un village modèle dans un site des plus riants, bien orienté, ayant un caractère très limousin, mais qui toutefois devrait être conçu sur des données modernes d'hygiène, de construction et d'esthétique, et bâti avec des matériaux régionaux. Alors, faire très limousin, ça va vouloir dire quoi ? Essentiellement rester dans les gabarits qui sont ceux de l'ancien village ou qu'on trouve dans les villages de la région, surtout employer des matériaux régionaux, ce qui en soi va de soi, parce qu'on est dans une période de restriction avec tout est rationné, y compris les matériaux de construction. Donc les architectes n'ont pas le choix, ils prennent ce qu'il y a sous la main. Là, on ne peut pas réutiliser les ruines, ce qui s'est fait dans d'autres cadres. Mais de toute façon, on va réutiliser plutôt les matériaux locaux et en intégrant les notions de moderne d'hygiène, parce que effectivement, sur ce plan, Oradour, comme n'importe quel village, a besoin d'être modernisé. Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction, reprend ces arguments, dit qu'il s'agit de donner à cette reconstruction un caractère profondément régional. Le régionalisme, en fait, a été appliqué dans pratiquement tous les petits villages français. C'est le bon sens même. Il n'est pas utile de modifier, de transformer profondément des villages, d'y introduire une modernité qui de toute façon n'est absolument pas partagée par l'ensemble des Français. Donc en fait, dans tous les petits villages, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs en France, généralement ce sont des caractères locaux, pas toujours bien étudiés, pas toujours bien compris. Parfois ce sont des clichés qui ont été repris, mais c'est cette idée-là qui va être repris un peu partout. Ça, c'est le premier dessin qu'on connaisse, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est le premier dessin qui n'est pas daté, mais qui doit dater de 1947, que l'on connaisse de l'esprit dans lequel va être construit Oradour. Ce n'est pas encore la forme définitive des bâtiments, mais l'esprit général est là. Des maisons avec maximum un étage et puis un étage sous comble qui sert de grenier, des formes assez simples, des toits évidemment en pente, couverts de tuiles. On a là une image tout à fait conventionnelle. Pierre Paquet ajoute « Oradour pouvait être classé parmi les plus jolis bourgs limousins, admirablement planté en bord de la Glane. Il était un lieu de villégiature pour les habitants de Limoges. » Alors, à quoi ressemblait Oradour ? Ce n'était pas une architecture exceptionnelle. En dehors peut-être donc de l'église, on a une architecture assez banale. On la connaît à travers quelques cartes postales, à travers quelques photographies. On la connaît aussi à travers des témoignages, bien entendu. Et donc, on n'a pas une architecture exceptionnelle. Lorsqu'on fait un projet de reconstruction, il faut faire un état documentaire, d'abord, et donc qui décrit ce qui a été détruit. Et voilà ce qu'écrit Charles Dorian dans son rapport. Il parle d'une architecture régionale. Il dit « murs en moellon granitique, souvent enduits, encadrement en pierre de taille, quelques linteaux de porte. » Le linteau, c'est la pierre qui est au-dessus du passage, dans une porte. « Quelques linteaux de porte en une seule pierre, décorés de sculptures. » On en apercevait une là, sur la photo avant que je mette le texte. « Couverture en tuiles creuses du pays ou de la Charente. Beaucoup de maisons sont surmontées de greniers éclairés par des petites ouvertures rectangulaires ou ovales. » C'est ce qu'on voit ici. L'habitation est de bonne qualité, bon état d'entretien en général, sans confort, pas d'eau courante. On commençait juste à préparer l'adduction d'eau à Oradour au moment du massacre. Pas de WC d'intérieur.
une seule maison avec salle de bain pour tout le village. À Saint-Lô, qui comptait à cette époque-là 6 000 habitants, il y avait également une seule salle de bain pour toute la petite ville. Donc on voit que l'état sanitaire, l'état de confort est assez précaire en France à cette époque-là, chauffage central assez rare, pas de tout à l'égout. Et donc la reconstruction va être régionale, mais elle va introduire des éléments de modernité. Ce n'est pas dans les formes, mais dans l'équipement. On connaît assez bien aussi cette architecture d'Oradour, celle qui a disparu, grâce à tous les dossiers faits pour les dommages de guerre, pour indemniser, qui sont des dossiers avec des descriptions importantes, avec des devis. Si on reconstruisait la maison, combien ça coûterait? Et donc en indiquant les matériaux qu'il faut utiliser. Donc tout ça, c'est extrêmement précieux. Et accompagnant les descriptions et les devis, il y a des plans. C'est-à-dire qu'on a demandé aux architectes partout en France, avant de reconstruire, de redessiner tous les bâtiments détruits. Donc, au fond, dans les archives un peu partout, on a les dessins de toute la France qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça entretient aussi, d'ailleurs, cet esprit régional. Et donc, ce sont des documents très intéressants et particulièrement bien faits à Oradour, par rapport à ce que j'ai pu voir sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, où ces dessins sont généralement inexistants ou très, très difficiles à trouver. À Oradour, dans les archives départementales ici à Limoges, il y a pratiquement pour chaque dossier des dessins plus ou moins précis, mais qui donnent des indications extrêmement précieuses, puisque les plans sont reconstitués, les façades sont reconstituées, parfois avec des indications, enduit tyrolien, crépi tyrolien, et donc qui sont très précieux, non pas pour reconstruire directement, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconstruire la même maison, mais ça permet d'indemniser d'une part, et surtout, ça permet de mieux connaître cette architecture. Et donc, les architectes de la reconstruction d'Oradour vont s'inspirer de ces principes. On voit ici dans un projet pour la reconstruction, là on passe à la reconstruction, un projet de Paul Villemain pour un ensemble qui se trouve sur l'actuelle rue du 10 juin 1944. Il ne s'agit pas, pour les héritiers d'Émile Desourteaux et de Jacques Desourteaux, de reconstruire leur maison telle qu'elle était. Mais l'esprit général est conservé avec les gabarits, avec les toits couverts de tuiles, avec les greniers donc, qui s'ouvrent par ces petites fenêtres soit en lucarne, soit en oculus. Et ce que l'on voit aussi dans les plans, c'est une rationalisation des espaces, c'est une spécialisation des pièces. Souvent, on avait des pièces qui pouvaient faire chambre et en même temps salle de séjour. La cuisine n'était pas forcément clairement identifiée. Là, on a des choses, des pièces clairement établies. Donc, il y a une reprise des grands traits généraux, mais pas de recopiage, pas de pastiche de l'architecture qui a disparu. Donc on voit d'autres exemples ici entre l'état reconstitué, donc ce qui a été perdu, et puis l'état construit. Et on voit que les maisons ne se ressemblent pas, mais il y a un esprit qui est commun. Ce sont des immeubles d'État, donc faits sans affectation immédiate, mais dans la réalité, on sait et on voit dans les archives que très tôt, les architectes ont pu discuter avec les familles auxquelles seraient attribués les bâtiments. Donc, en fait, on n'est pas totalement dans la procédure des immeubles d'État, dans le sens où, dans un immeuble d'État, les futurs habitants, généralement, ne rencontraient jamais les architectes. Là, à Oradour-sur-Glane, il semble que ça n'ait pas été le cas et qu'il y ait des discussions et des échanges, parce que très vite, en fait, les architectes ne travaillent pas pour faire des bâtiments. On voit très bien que sur les plans, il y a déjà le nom des futurs propriétaires, et donc il y a un lien établi entre le propriétaire futur et le projet qu'on est en train d'étudier. Et voilà le résultat une fois construit. Alors, je dis ça va assez loin, puisque ça peut aller jusqu'à retrouver un emplacement à peu près similaire. Là, on peut le voir pour l'immeuble de M. Denis, qui a été pris en charge par l'architecte Robert Jaloux. L'immeuble se trouvait donc là, à l'angle de 2 rues, déjà dans la deuxième moitié du village. Et dans le bâtiment, il faut que je jongle avec les deux,
dans le bâtiment reconstruit, on voit là aussi que le bâtiment de M. Denis se trouve à peu près au même endroit, au même niveau, je dirais, dans le village, du même côté de la rue principale et également à un angle de rue. Donc on voit qu'il y a une attention qui est portée à la situation précédente. Et là, pour M. Denis, on a aussi les plans reconstitués de ce qu'il a perdu, et on a vu sur les photos aériennes, il ne reste quasiment plus rien, juste une partie des murs, et avec des indications, des dessins assez précis, pas de modénature, c'est-à-dire pas d'encadrement, pas de relief en façade. Et le résultat, une fois le bâtiment reconstruit, qui ne ressemble pas au bâtiment détruit, mais qui se trouve dans cet esprit général. Et d'ailleurs, quand on compare le travail, parce que maintenant on peut le faire, puisqu'on sait qui a fait quoi dans le nouveau village, il n'y a pas une signature qui se distingue. On ne peut pas distinguer le travail de Paul Villemain de celui de Robert Jaloux, de celui d'André Campagne. Il n'y a pas de style propre à chacun. Chacun s'est mis dans cet esprit général sous le contrôle de Charles Dorian. Donc les plans sont à peu près aussi toujours les mêmes, très rationnels. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de conception spatiale ou de distribution exceptionnelle. Mais c'est pour toutes ces familles, de toute façon, ou plutôt pour leurs ayants droit, parce que c'est une reconstruction tout à fait particulière. Il n'y a plus d'habitants, donc on reconstruit pour leurs descendants. Et donc, il y a cette coupure forte avec les familles d'origine. Alors, la première pierre est posée le 10 juin 1947. Ça peut paraître tard, pas presque, 3 ans après le massacre, après la destruction, mais c'est le délai normal en réalité, parce qu'il faut déblayer, il faut faire le remembrement, et puis ensuite il faut faire les projets, et puis il faut trouver les financements, et donc ça prend du temps. Donc on est tout à fait dans le calendrier normal de la reconstruction. Et là, l'un des premiers points du village modèle, la rapidité de reconstruction, est battue en brèche. Non, Oradour-sur-Glane n'a pas été reconstruit plus rapidement que les autres villes ou villages de France. Et en attendant, évidemment, pendant toutes ces années, il faut loger les survivants. Alors, à Oradour, il y en a très peu, mais il y a un village provisoire que l'on voit ici dans le bas de l'image, fait de baraquements. Quand on voit les données chiffrées, 34 baraquements seulement à Oradour-sur-Glane, c'est très peu, très très peu. Dans la plupart des villes ou villages de la même importance, il y a beaucoup plus de bâtiments parce qu'il y a beaucoup plus de survivants. Et donc c'est un tout petit village avec très peu d'habitants qui sont des rescapés, évidemment. Ce sont essentiellement les services administratifs qui sont logés dans ces bâtiments, l'école, une chapelle provisoire, la mairie provisoire, et puis les ouvriers aussi qui travaillent sur le chantier qui peuvent être logés dedans. Mais ces villages provisoires, généralement, ils vont durer des années et des années, parfois 10 ans, 15 ans, avant d'être supprimés. Donc le chantier commence en 1947. On voit en novembre que quelques carcasses de maisons commencent à s'élever. Quand on regarde les devis, on retrouve les qualités de l'ancien village, des murs en moellon de la région et de pierre granitiques, de la pierre de taille granitique provenant des carrières de Fanay ou de Compex, des carrières qui ne sont pas très loin d'ici, des briques cuites de Charente, comme il y en avait auparavant, des planchers en béton, en éléments préfabriqués. Je dirais que c'est le courant de la reconstruction. Il n'y a pas de reconstruction innovante, pas de recherche particulière dans cette reconstruction. Et donc petit à petit, le village voit le jour, mais les premiers habitants ne vont s'installer, le tout premier, qu'au début de l'année 1949. Donc c'est très tardivement que le village, et puis il va se lotir, enfin pas se lotir, mais les habitants vont revenir très très lentement. Là on voit que le presbytère est en chantier, le presbytère est là, l'église n'est pas construite encore, les principaux bâtiments publics ne seront construits que dans un deuxième temps. On privilégie dans une première étape les logements des habitants. Là, donc on a le presbytère en chantier. Là, le presbytère est achevé. Donc, si je me repère bien, le presbytère, ça y est, je suis perdu maintenant. Ici, voilà, il est là.
Donc l'église n'est toujours pas construite. On voit qu'on a le chantier de la mairie et le chantier de la poste aussi qui sont en cours. Donc c'est évidemment forcément lent. Les habitants se plaignent de la lenteur de l'administration, de l'inefficacité des entreprises, des retards de paiement aussi. Les entreprises se plaignent. Mais ce n'est pas exceptionnel à Oradour, c'est malheureusement le lot commun de toute la reconstruction en France, parce que c'est une entreprise gigantesque. Imaginez un pays entier à reconstruire. Et donc, le village qui en sort est un village qui est dans l'esprit de celui qui a disparu, sans en être la copie, mélangeant les matériaux traditionnels comme la pierre pour le soubassement, chose qu'on voyait assez rarement d'ailleurs dans l'ancien village. Les soubassements étaient rarement soulignés comme ça par le traitement de la pierre apparente. C'est essentiellement un enduit. La plupart du temps, les murs sont enduits. Et là, les architectes vont jouer du contraste entre le soubassement traité en pierre, avec une certaine qualité, et l'ensemble des murs qui est enduit. Et puis, quelques parties en béton, on le voit pour la partie magasin de ce bâtiment. Le dernier niveau ouvert avec ces petits oculi. Un autre ensemble ici, rue de la Glane, où on voit le traitement du soubassement un peu différent entre les deux bâtiments. Il n'y a pas de fantaisie. On joue juste avec des contrastes de matériaux entre l'enduit et la pierre, la façon de tailler la pierre également. C'est ce qu'on trouve à Oradour, mais c'est ce qu'on trouve également à Saint-Lô, à Chabanais, dans les Charentes, à 25 km d'Oradour. On trouve ça un peu partout. La reconstruction se fait dans des conditions économiques extrêmement difficiles. Et il n'y a pas de place pour beaucoup de fantaisie, à part quelques cas extrêmes comme Royan. Là, c'est l'immeuble pour M. Bouchoul ou ses héritiers. Et donc, tous ces bâtiments se ressemblent un petit peu parce qu'il y a cette volonté d'avoir cette unité globale dans le village. Donc, ça se joue essentiellement sur des détails et on peut trouver un certain nombre de détails, je dirais, récurrents dans cette reconstruction, à partir du moment où on regarde un petit peu. C'est, je le disais, le traitement de la pierre, le contraste avec l'enduit généralement au-dessus du soubassement. C'est également la présence de la génoise, donc ces rangs de tuiles incrustées dans le mur, présentées comme un caractère régional par excellence, sauf que les génoises, on trouve ça dans tout le sud de la France, dans toute la moitié sud de la France, donc ce n'est pas particulièrement caractéristique d'Oradour-sur-Glane, mais dans tous les rapports d'architectes en chef, dans tous les villages reconstruits en France, on trouve la génoise comme élément caractéristique de l'architecture régionale. On va trouver aussi des protections au-dessus des portes qui reviennent tous un peu identiques. Il y en a plusieurs comme ça à Oradour. Et c'est surtout dans ce traitement de la pierre, souvent bien fait, et dans l'ensemble, les constructions ont plutôt bien résisté. Elles semblent être plutôt en bon état, parfois avec des encadrements. On le voit, une modénature là qui encadre les fenêtres, et avec cette petite corniche juste au-dessus. Ce sont des éléments extrêmement discrets qui témoignent aussi d'une certaine culture architecturale de la part de ces architectes. Il y a des détails de portes aussi qu'il faut remarquer. On aurait tendance à se promener sans faire attention à l'intérieur d'Oradour, mais il y a un certain soin à accorder dans le traitement des ouvertures, dans l'encadrement de ces ouvertures, dans le traitement de la pierre, dans la ferronnerie aussi parfois, qui ferme certaines fenêtres, parfois aussi des corniches un peu plus soignées juste avant la couverture. Et c'est peut-être d'ailleurs là où on ne l'attend pas que la qualité architecturale sera la plus élevée, c'est dans un certain nombre de constructions qui se trouvent en dehors du périmètre de reconstruction et qui ont été, entre guillemets, oubliées dans le premier dessin du périmètre de reconstruction. Ce sont des fermes qui se trouvent autour du village et donc sur lesquelles on peut reconstruire. Elles n'ont pas été incluses dans le périmètre classé et exproprié. Et précisément, c'est là où on va trouver, sous la plume, enfin sous le crayon
des mêmes architectes, que l'on va trouver une architecture de plus grande qualité, avec un soin plus attentif. Il y a moins d'enduit, la pierre est laissée apparente, peut-être pour donner un caractère plus rural, puisque ce sont des fermes. Et puis il y a des plans types de fermes modèles qui vont être appliqués. C'est le cas notamment dans la ferme de M. Perruchon, qui aujourd'hui n'est plus un établissement agricole, mais où on retrouve un type de conception dans le plan, dans les formes, qu'on va trouver ailleurs. Il y a encore beaucoup à faire pour l'étude des fermes, de la reconstruction des bâtiments agricoles de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des études qui sont en cours. Et puis il y a enfin les édifices publics qui vont être réalisés, qui sont d'une tenue un peu supérieure, mais sans fantaisie non plus. Et ce n'est pas exceptionnel à Oradour. On le voit ici avec la mairie de Saint-Vivien-de-Médoc en Gironde, ou bien la mairie de Pleuville en Charente. Il y a la même retenue, un petit peu plus de classicisme. On le voit dans le traitement des ouvertures. Mais au fond, ces bâtiments ne se distinguent à peine des bâtiments d'habitation. La Poste elle-même, plus modeste dans son traitement, pas dans son ampleur, mais dans son traitement que la Poste qui avait été faite avant-guerre, qui avait une certaine tenue entre Art Nouveau et Art Déco. Et puis le groupe scolaire, disproportionné au moment de la reconstruction, il n'y a plus d'enfants, c'est dramatique, mais il n'y a plus d'enfants, est reconstruit avec le même état d'esprit et juste avant que le ministère de l'Éducation nationale se lance dans une politique de construction, et non pas de reconstruction, de nombreuses écoles. Il y a le baby-boom après la guerre. Donc là, l'Éducation nationale va normaliser la construction des écoles à partir de 1953, et toutes ces écoles vont se ressembler. Là, celle d'Oradour échappe à cette normalisation et garde ce petit caractère local, assez conforme aux habitations. Et enfin, peut-être, entre guillemets, le chef-d'œuvre de la reconstruction d'Oradour, c'est son église. C'est un lieu tout à fait particulier. C'est généralement un programme sur lequel on met davantage de moyens. Et l'église elle-même, on va retrouver des éléments importants, outre l'emplacement qui est le même entre l'ancien village et le nouveau. On a également le fait de placer l'église sur un socle important, donc de la surélever. Ça, c'est une idée qui émerge progressivement, parce qu'il n'est pas dans le premier projet. Et les frais de surélévation, ce socle, va être pris en charge par l'administration des ponts et chaussées, et donc va redonner cet air d'élévation qu'il y avait déjà dans l'église d'origine, qui elle-même était légèrement en surplomb. On le voit aussi sur la photo de l'entrée du village, par rapport au reste des constructions. Il y avait un premier projet qui n'a pas été réalisé. Paul Villemain, qui était un ancien disciple de Auguste Perret, celui qui a reconstruit le Havre. Il avait d'ailleurs, dans les années 30, réalisé avec Auguste Perret une maison pour le docteur Périgord, ici, à Limoges. Et donc, se souvenant de son maître, il va proposer un premier projet qui ressemble beaucoup au projet d'Auguste Perret, et non pas Auguste Perret, il manque un G, qu'il a fait pour l'église Sainte-Thérèse de Montmagny. Et puis ce projet, probablement trop coûteux, va être abandonné. Et c'est intéressant qu'il ait été abandonné parce que vous voyez qu'au départ, l'église, avec son clocher, était séparée l'un de l'autre, ça avait moins de force, et l'église était éloignée du bord de la plateforme. Et dans le deuxième projet, l'église vient se mettre juste au bord de la plateforme, et ça renforce fortement son importance, et ça lui donne un élan qu'il n'y avait pas dans ce premier projet. Et donc, vraiment, cette église est là comme le signe un peu de la résilience du village, de sa capacité à affronter ce deuil épouvantable, avec un programme décoratif tout à fait intéressant, avec des artistes de premier plan, Jean Burkhalter, qui est quelqu'un de la région, mais qui aussi est un très grand artiste, et qui représente évidemment Saint-Martin, puisque c'est à Saint-Martin qu'était déjà dédiée l'ancienne église, c'est à Saint-Martin qu'est dédiée la nouvelle. Et l'histoire de Saint-Martin prend un relief tout à fait particulier dans cette nouvelle église, quand on sait que Saint-Martin est un soldat malgré lui. C'est quelqu'un qui a été enrôlé de force. Et donc ça prend, dans le contexte de la destruction d'Oradour, une signification tout à fait particulière.
Et à l'intérieur, ce sont des vitraux de Francis et Pierre Chigot. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une exposition en ce moment même qui présente leur travail lors de la reconstruction. J'ai malheureusement pas eu le temps d'y aller aujourd'hui. Donc les vitraux de Francis et Pierre Chigot apportent une atmosphère tout à fait réussie à l'intérieur de cette église. Et donc pour conclure, je reviendrai sur cette idée d'exceptionnalité, ou d'exception plutôt, et cette idée de village modèle. Oradour n'étant rien un modèle, Oradour n'a pas inspiré d'autres théâtres de reconstruction, Oradour n'étant rien exceptionnel par rapport aux autres reconstructions. Au contraire, Oradour est dans l'esprit régionaliste qui prévaut pour la plupart des petits villages français. Et peut-être Oradour est un petit cran en dessous au niveau de l'atmosphère générale. Il y a une retenue peut-être un peu plus importante quand on compare par exemple avec Rouffignac à 160 km d'Oradour dans le Périgord, village entièrement détruit aussi par une colonne d'Allemands. Il y a dans le traitement, et ce n'est pas dû au fait qu'on est dans le Périgord, parce que l'architecture d'Oradour, de Rouffignac avant sa destruction n'était pas plus intéressante au fond que celle d'Oradour avant sa destruction non plus, mais il y a un petit peu plus de liberté probablement et de raffinement dans le traitement. Quand on voit Chabanais même, qui est à 25 km d'Oradour en Charente, Chabanais, le centre-ville est détruit pendant la libération. Chabanais est intéressante par rapport à Oradour parce qu'on y retrouve Campagne, Guébelil, Mandon-Joly, Villemain, qui sont 4 parmi les architectes principaux d'Oradour. Et ils font ça en même temps. Et à Chabanais, on le voit, c'est à peu près les mêmes principes, mais il y a un petit plus au niveau de l'encadrement des fenêtres, au niveau des traitements des matériaux. Il y a un tout petit peu plus de fantaisie. Donc, peut-être Oradour n'est pas un modèle, mais au contraire est vraiment dans la ligne de ce qui s'est fait, ne bénéficie pas d'un statut d'exception non plus, à tout point de vue, y compris dans le dédommagement des habitants. Et peut-être, pour reprendre l'expression employée par une architecte de Limoges avec qui j'en parlais il y a un mois à peu près, et peut-être l'expression d'une architecture de deuil. C'est-à-dire, peut-être il y a eu, de la part des architectes, une petite retenue supplémentaire dans l'expression de cette reconstruction pour rester dans cette idée du deuil de ce village qui a été massacré juste à côté. Voilà, je vous remercie.